PropCo, OpCo, les investisseurs sont-ils prêts à franchir le Rubicon? L'idée, c'est de savoir si on peut passer d'une économie de la rente, pour paraphraser l'exécutif, à une économie d'usage, ou comment les investisseurs intègrent ou non l'immobilier opéré dans leur stratégie. Et pour en parler, je vais vous demander d'accueillir Maël Aoustin, CEO et président du directoire d'Uxco Group, Tania Bontemps, présidente d'Union Investment France, Philippe Depoux, président de la Française REM, et Anne Génaud, cofondatrice et présidente de Picture Asset Management. Philippe, c'est super vache là ce que vous avez fait pour Philippe là, c'est limite, bravo, hein. On essayait de, il a tenu, il a passé l'obstacle. Installez-vous, asseyez-vous, Philippe reste debout. Bien, vous avez compris qu'on est passé quand même à un tournant de l'immobilier traditionnel. On essaye de voir si la brise va être plus ou moins forte. L'idée de cette table ronde, c'est d'évoquer un peu les stratégies OpCo-PropCo. Donc je sais qu'il y a des partisans de l'OpCo et je sais qu'il y a des partisans du PropCo, de la PropCo. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi se lancer ou ne pas se lancer dans une stratégie PropCo, j'achète les murs, avec une stratégie OpCo, je pilote l'opérationnel. Je voudrais peut-être commencer par les pros de l'OpCo. Je vais commencer avec Maël, parce que j'ai cru comprendre que l'opérationnel, c'était un peu important dans le modèle économique d'Uxco. Qu'est-ce qui a poussé à intégrer l'OpCo dans ton modèle? Est-ce que c'est un choix offensif pour aller capter la valeur sur l'ensemble de la chaîne immobilière, ou est-ce que c'est quelque chose peut-être plus défensif par rapport à une concurrence? Alors nous, on a fait le chemin inverse de Covivio. C'est-à-dire qu'on est venu des opérations. On est un opérateur de résidence étudiante depuis 25 ans et on est venu à la PropCo depuis 5 ou 6 ans. Donc on a fait vraiment ce chemin inverse. On était d'abord opérateur avant d'être investisseur. Et on est devenu effectivement depuis 5-6 ans un gros investisseur puisqu'on est le premier investisseur en résidence étudiante en France. Donc on a construit ces 10 000 lits assez rapidement pour les opérer. Et donc on est venu finalement du milieu des opérations avant d'être un investisseur. Donc on n'avait pas ce choix à faire de franchir le Rubicon, comme tu le dis. On avait déjà les équipes opérationnelles et on a simplement rajouté la brique PropCo, ce qui nous a permis d'avoir ce groupe intégré aujourd'hui. D'accord. En 2-3 mots, ça pèse combien? Aujourd'hui, on a 15 000 lits, on a 75 résidences partout en France et on a à peu près 2 milliards de patrimoine. Oui, quand même. Sur OpCo, PropCo, peut-être côté PropCo, Tania, est-ce que vous avez eu la tentation Covivio de passer aussi sur le côté OpCo? Non, pas pour le moment. Mais je suis très admirative finalement du business model qui a monté Covivio, mais c'est aussi parce qu'ils sont des experts dans l'hôtellerie. Et la partie exploitation et services, il ne faut pas la sous-estimer. C'est un métier à part. Comme disait Christophe, il faut des professionnels. C'est des personnes qui viennent de l'événementiel, de l'hospitality. Et c'est une culture aussi. C'est un mindset, un ADN. Et je pense que nous sommes plusieurs investisseurs déjà essayés de franchir un peu... pas passer de l'autre côté, mais nous, en tout cas, à côté Union Investment, on est convaincus qu'il faut rester sur son cœur de métier, sur ce qu'on maîtrise. Et nous, pour le moment, on est bâtisseurs d'immeubles. Voilà, on bâtit les immeubles, on les construit, mais on ne souhaite pas les exploiter. Philippe, Anne, votre position sur se lancer ou pas dans une stratégie OpCo-PropCo? Alors moi je trouve que les stratégies OpCo-PropCo sont particulièrement pertinentes quand elles sont intégrées, quand l'une est au service de l'autre. Donc quand on a de l'immobilier qui sert l'exploitation et l'exploitation qui sert l'immobilier, c'est là que le modèle devient complètement vertueux. Il est assez évident pour l'hôtellerie, où du coup on voit très bien que les murs servent l'exploitation. Il est aussi assez évident en retail. Moi j'ai eu la chance de travailler à l'époque sur l'opération Printemps. On avait racheté les murs et le fonds de commerce. Quand on maîtrise les deux, on arrive à avoir le meilleur des deux. Et c'est ça que je trouve particulièrement pertinent dans les modèles OpCo-PropCo aujourd'hui. Ça pourrait marcher pour le bureau? Alors c'est une bonne question. Je me posais beaucoup de questions en écoutant les précédents intervenants. Ce que je vois, c'est que sur le modèle des bureaux opérés, on a une intermédiation aussi qui est un petit peu différente avec l'utilisateur final. Finalement, le modèle des coworkers, que je ne dénigre pas du tout, puisque je pense qu'on en a fortement besoin et qui sont particulièrement innovants sur les usages,
Néanmoins, il faut se poser la question de où est créée la valeur. Et aujourd'hui, elle est créée beaucoup chez l'opérateur, pas spécifiquement chez le bailleur ni chez l'entreprise. L'entreprise, elle vient chercher une solution d'adaptabilité qui répond à des besoins, mais elle ne vient pas chercher une solution de maîtrise de son exploitation et de son budget. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à réconcilier, ce qui marche peut-être plutôt bien dans un management contract. Mais voilà, se pose cette question-là sur le bureau. Philippe, la question, pourquoi se lancer ou ne pas se lancer dans ces stratégies PropCo-OpCo? Alors, chez la Française, on tourne pas mal autour, beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, la Française, c'est une société de gestion d'actifs, donc on n'est qu'un prestataire de services qui collecte de l'argent et qui le place. Donc, ça dépend aussi de ce que nos clients investisseurs veulent. Petite précision, donc on est le plus gros gestionnaire d'actifs SCPI en France. Une SCPI ne peut pas réglementairement avoir une PropCo. C'est interdit parce que c'est une activité commerciale. Une OpCo. Une OpCo, excuse-moi. Là, Oui. pardon. On ne peut pas avoir l'exploitation puisque c'est interdit, puisque c'est une activité commerciale. Donc là, le problème, il est assez clair. Et tant que l'AMF ne bougera pas sur ces sujets-là, il n'y aura pas vraiment d'ouverture. Et quant aux investisseurs institutionnels, on est un acteur plutôt qu'on dit core. Et nos investisseurs institutionnels, globalement, sont plutôt aujourd'hui rétifs à des modèles en dehors du bon vieux bail. Une fois que j'ai dit ça, pour ceux qui, enfin, j'entendais tout à l'heure Christophe qui parlait effectivement ayant piloté des foncières, l'objectif numéro 1, c'est effectivement d'optimiser le revenu global, j'allais dire locatif, mais justement je me reprends, le revenu global d'un immeuble, on va parler bureau là. Et donc, chez Gecina, j'avais déjà initié le mouvement You First. J'étais un petit peu à l'origine de ça en faisant des bureaux opérés. Alors, après, la société est allée plus loin en faisant du management de contract ponctuellement, mais j'avais initié le mouvement. Et en arrivant à la Française il y a 5 ans, sans dénigrer le modèle bail, puisque, comme je le disais, on n'a pas trop le choix que de faire du bail. Par contre, je m'étais tout de suite posé la question de comment différencier nos immeubles, et on y reviendra tout à l'heure. On l'a fait en fait en montant une offre dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui s'appelle Welcome by la Française, où il y a du bail agile. Donc, on parlait tout à l'heure du décret de 53. On a tourné autour et on sait offrir à des locataires un bail. Comme aurait dit Paul Ringol, il est ferme mais pas ferme, c'est-à-dire qu'il il a une durée, mais on peut revenir dessus partiellement sur les surfaces en question. Et des clauses de respiration, c'est là aussi? Ouais, exactement. Alors tu offres une clause de respiration à un locataire, ça le rassure. C'est pas pour autant qu'il l'utilise. Voilà. Et par ailleurs, dans Welcome by la Française, on a toute une offre servicielle. Et j'en terminerai là sur ce propos introductif qui est la différence entre des bureaux opérés, c'est-à-dire des bureaux avec service fait par quelqu'un d'autre, et puis de la véritable PropCo. Mais la question, c'est quand même la question de la performance. Est-ce que dans les principaux leviers qui pourraient faire basculer les investisseurs vers l'OpCo, il y a un différentiel de performance, grosso modo? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je gagne 100, 200, 300 points de base sur mon rendement final, ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique défensive? J'évite de dégrader mon rendement grâce à l'OpCo. Alors nous, on est sur un modèle intégré, donc on ne raisonne pas forcément en différentiel entre PropCo uniquement et PropCo-OpCo. Ce qu'on sait sur les résidences étudiantes, et je pense que toutes les classes d'actifs ne sont pas équivalentes là-dessus, c'est que maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la marque, y compris l'expérience client, ça a une valeur. Et donc ça permet d'aller chercher plus de revenus, plus de NOI, comme on dit, et donc finalement une valorisation supplémentaire. Par contre, ça nécessite effectivement d'embaucher des équipes, ça nécessite de créer des marques, ça nécessite des grosses plateformes et des plateformes qui ont un coût. Et ce coût-là, il faut pouvoir l'amortir sur des grands parcs et sur beaucoup de lits, en l'occurrence concernant les résidences étudiantes. Mais une fois qu'on a ces équipes, une fois qu'on a ces compétences, une fois qu'on a ces marques, oui, dans le monde des résidences étudiantes, en tout cas, on considère qu'on a plus de valeur à les créer en opérant nous-mêmes. Ça se chiffre, ça, en TRI, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vend Alors, parce que difficile de chiffrer. Actionnaire, quand même. Ce qui est certain, c'est que quand on contrôle son PNL, on va aller chercher des revenus additionnels. On va aller chercher du retail. On va aller chercher des durées de séjour différentes, notamment dans les résidences étudiantes. Alors merci pour la pub sur Éclat, qui est un peu plus qu'un Crous amélioré, hein, comme j'ai entendu Emmanuel Grégoire le dire. On offre des choses un peu plus sophistiquées, en tout cas je l'espère, que nos étudiants en ont pour leur argent. Mais du coup, on va aller chercher... Il a bien aimé, hein, je pense que vous faites la même chose dans le 11e, il va kiffer. Alors oui, alors on va aller lui en parler.
Ce qui est certain, c'est qu'on fait du résidentiel étudiant et qu'on offre plus de services qu'avant et que les étudiants s'en trouvent mieux logés. Mais au-delà de ça, oui, on va chercher plus de revenus. On va chercher plus de revenus parce qu'on va avoir des durées de séjour différentes, on va aussi avoir des typologies de logements différentes, et tout ça, additionné aux services, ça fait qu'à la fin, vous avez un OI supplémentaire. Comment est-ce qu'on le chiffre? On estime qu'on peut aller chercher 15, 20, 25, 30% de revenus supplémentaires sur un immeuble qui est opéré et qui est géré en direct. Ça, vous n'avez pas envie d'aller chercher 15, 20, 30% de rendement supplémentaire, non? On le fait aussi sur les résidences étudiantes. Donc pour les résidences étudiantes, effectivement, nous, on a créé aussi une marque qui gère l'exploitation. Donc, Vous êtes PropCo, mais quand même... Et il y a... OPCO, oui. Ouais, mais c'est une d'accord. marque à part de Union Investment, qui a un autre nom, que Ok, je ne vais pas donner aujourd'hui. d'accord. Et effectivement, donc, on s'aventurait sur ces métiers, mais c'est très, très compliqué. Il y a un taux de turnover et de rotation très élevé chez les étudiants. Il y a des dégradations, il y a le respect des règles. Je veux dire, c'est une population assez spéciale. Donc, encore une fois, il faut que... C'est Un vrai business. Ouais. Ils font la fête, c'est un hein. vrai business. Et je pense que si on n'a pas une échelle, je veux dire, une masse critique, comme tu disais tout à l'heure, dans ce cas-là, ça ne rentabilise pas, mais on a essayé, surtout sur des marchés où on n'arrive pas à trouver des opérateurs, à faire tourner notre propre marque OPCO. Philippe, Anne? Deux expériences sur ta question de est-ce que ça rapporte plus ou ça rapporte moins. Il y a quelques années, la Française a essayé de se lancer dans l'OPCO en créant une structure qui s'appelait Newton Square, donc qui était censée louer des immeubles, un peu comme un coworker, en fait, louer des immeubles à la Française et les exploiter. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle l'IFRS 16 en comptabilité qui fait que ça a plombé totalement le bilan de la Française, parce qu'en fait, vous comptabilisez la durée du bail dans votre bilan, au passif. Donc, notre groupe a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, on a arrêté cette activité. Ça, c'est mon premier point. Donc, on l'a testé. Et le deuxième point, sur la rentabilité supposée supérieure, on est en train de vivre, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'expérience inverse sur les résidences-services seniors. Donc, nous, on a beaucoup de résidences-services seniors qu'on a achetées avec des baux et des opérateurs. Et en fait, ces opérateurs sont aujourd'hui en grande difficulté parce qu'eux-mêmes ont des business models qui étaient un peu nouveaux, qu'ils ont mal calibrés. Certaines mauvaises langues diront qu'on nous a vendu cher des propriétés avec des loyers artificiellement gonflés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ça ne tourne pas. Les loyers sont pas tenables, en fait. Donc les loyers ne sont pas tenables, les taux d'effort sont trop importants. Donc soit on ferme les yeux et on serre les genoux ou les fesses ou ce qu'on veut, mais on a un sujet en tant que propriétaire là-dessus, on a un bail. Et donc si on avait exploité nous-mêmes, on serait probablement aujourd'hui dans de grandes difficultés. Donc voilà, c'est des métiers aussi qui s'apprennent. Je crois que Tania, tu disais tout à l'heure, et Christophe le disait, c'est des vrais métiers d'exploiter. Ça nécessite des compétences hôtelières, parce que c'est vrai que c'est souvent de l'opération. Donc nous, on préfère, on y reviendra peut-être, les modèles de bureaux opérés par un véritable opérateur avec un contrat de prestation de service. Parce qu'au fond, oui, les locataires, enfin les occupants, les locataires de bureaux, ce qu'ils veulent, c'est avant tout des bureaux plug and work et être débarrassés d'un ensemble de contraintes. Mais ça, on peut le faire. On n'est pas obligé de le faire par un management de contract. On peut aussi le faire par une prestation de service à côté. Anne? Sur la question du rendement, je pense que basiquement, quand on rajoute une couche d'exploitation, évidemment, on rajoute du personnel, on rajoute de la complexité réglementaire, comptable, tout ce qu'on veut. Et ça, l'investisseur, il a envie qu'il ait un retour sur ce risque et sur cette complexité additionnelle. Donc effectivement, le retour se price avec une valeur additionnelle. Donc on va chercher une valeur complémentaire à juste l'immobilier. Donc normalement, un modèle OPCO-PropCo doit générer plus de valeur. Une fois qu'on a dit ça, c'est le problème d'arriver à trouver le bon équilibre entre l'exploitation et l'immobilier pour que l'exploitation n'ait pas des taux d'effort qui n'arrivent pas à tenir et au détriment de l'immobilier aussi. Donc
C'est vraiment ce couple-là qui fait que les modèles intégrés sont particulièrement intéressants aussi. Hein. Et cet équilibre, il est quand même plus facile si tout ça c'est logé sous le même toit, si c'est le même actionnaire. Il y a plus ce bras de fer qu'on peut avoir entre locataires et propriétaires. Donc pourquoi ça ne se développe pas, outre le fait que l'AMF ne va pas faire, a priori, sauf s'il y a une demande urgente de l'ASPIM, mais je n'ai pas entendu parler de ça, il ne va pas changer ses règlements. Il y a d'autres priorités. J'ai l'impression, mais je ne sais pas lesquelles, mais bon, j'ai l'impression. Et je ne suis pas persuadé qu'on va changer les normes comptables tout de suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça la clé du succès, d'être sous le même toit, OPCO, PropCo? Il y a de plus en plus de modèles intégrés. On l'a vu au cours des 20 dernières années, il y a de plus en plus de classes d'actifs qui se sont mis à opérer. Le retail a été un exemple, hein, ils se sont mis à opérer de plus en plus, les centres commerciaux notamment, les retail parks, et on voit que sur des classes d'actifs comme la nôtre, on suit finalement une tendance historique, notamment dans l'hôtellerie, où on s'est mis à faire de l'OPCO-PropCo. Il y a un truc qui est vachement important, c'est que nous, notre client final, c'est un étudiant. Ce n'est pas une entreprise. Donc ça veut dire que l'expérience client, la valeur de marque, tout ce qu'on fait au quotidien, elle a plus de valeur que si on louait une surface simplement à une entreprise. Même si le B2B2C a son modèle, le B2C est encore plus complexe. Donc ça demande évidemment des grandes équipes, ça demande des vraies compétences. Et c'est pour ça que moi je crois au modèle des pure players. C'est-à-dire ceux qui vont scaler, qui vont avoir des grands portefeuilles avec des grandes équipes de spécialistes et qui vont pouvoir du coup développer des marques. Et c'est au travers de ces marques et de ces équipes qu'on va pouvoir créer de la valeur. Alors, outre l'aspect financier qui consiste effectivement à ne pas pouvoir parfois investir dans l'OPCO, je pense qu'il y a certaines classes d'actifs, et l'hôtellerie encore une fois est un bon exemple, et je pense qu'on l'a beaucoup évoqué précédemment, on va y venir sur d'autres classes d'actifs, le résidentiel étudiant en est une, et il y en aura d'autres. On peut imaginer ça pour les petits vieux? Je pense à mon avenir. Hein. On adorerait le faire d'ailleurs. On t'ouvrira une résidence senior rien que pour toi. C'est génial, avec Patrick. Hein. Un mot sur le comment. Comment on intègre l'opérationnel dans sa stratégie d'investissement? Alors pour ceux qui sont PropCo, focus PropCo, c'est quoi la solution pour aujourd'hui pouvoir aller servir la demande du client, que ce soit en bureau, que ce soit en hôtel? C'est quoi? C'est des partenariats? Il faut travailler, trouver le bon opérateur? Comment ça fonctionne chez Union Invest? Oui, tout à fait. Il y a énormément de solutions. La première, c'est déjà intégrer un coworker dans son portefeuille. Donc, nous, souvent, 20-30% de notre portefeuille, c'est loué à des coworkers. Donc, comme ça, on peut toujours proposer des solutions flexibles à nos locataires. Tu as besoin de travailler sur un projet, du coup, je t'envoie dans un de mes immeubles chez un de nos coworkers. Donc, ça, c'est une très, très bonne solution. Deuxièmement, on a des partenariats avec des sociétés type Enexia, Welcome at Work. Et nous, on est énormément, vraiment convaincus que le service fait la différence dans les immeubles. Et le résultat, c'est vraiment que nos centres d'affaires et les immeubles serviciels, et le taux d'occupation est vraiment presque proche de 100%. Mais il faut vraiment s'entourer des spécialistes et des prestataires et des partenaires dont le service est leur spécialité. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, ces sociétés-là, ils s'occupent de l'événementiel, ils s'occupent cette semaine, c'est le cancer du sein. La semaine prochaine, ça va être la chasse aux œufs. Je veux dire, toutes les semaines, il y a de l'événementiel. Il y a la conciergerie à plein temps. Et dès que vous avez un partenariat avec une de ces prestataires qualifiés, c'est du sur-mesure et vous gardez le contrôle. Si vous n'êtes pas satisfait, finalement, vous changez aussi de prestataire. Donc, il y a beaucoup de liberté et on peut faire vraiment du sur-mesure. Et la troisième option, c'est aussi travailler avec un property manager aussi qui peut essayer aussi de proposer des services. Ce qu'on appelle factotum maintenant, c'est des services de réprographie, de tisanerie, maintenance, cleaning dans le cadre de nos immeubles. Comment on les choisit, ces prestataires? On les challenge au quotidien ou on est plutôt dans un master contrat avec un opérateur bien identifié à qui on donne une certaine profondeur de marché en donnant une partie de son parc en exploitation, ou à chaque fois c'est de la négo immeuble par immeuble? C'est des partenaires à long terme, finalement.
Donc, c'est encore, il faut penser grand. Je veux dire, on ne peut pas faire un partenariat par immeuble. Nous, on gère un patrimoine de 50 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Donc, c'est des partenariats avec quelques grands opérateurs. Donc je suis coworker, je vais signer avec Union, je signe sur les 50 millions de mètres carrés? Non, mais on a quelques coworkers avec lesquels on a des relations préférentielles. Très clair. Philippe, sur le comment? C'est un petit peu aussi c'est la branche du bureau opéré, je le disais tout à l'heure. Donc, on a des coworkers en tant que locataires dans certains de nos immeubles. Mais par ailleurs, ce qu'on a fait, et ça répond à ta question sur la consultation, en fait, on a déterminé l'ensemble des services dont un locataire peut avoir besoin en fonction de sa localisation, de sa taille, de la taille de l'immeuble et de son profil. On a fait des appels d'offres. Comme on gère 30 milliards de patrimoine, on a une position importante sur le marché. Et donc, on a fait cet appel d'offres pour le compte de nos locataires qui, eux, prennent des petites surfaces et dont ils bénéficient en matière de tarifs et d'exclusivité. Et donc, c'est comme ça qu'on l'opère. Et parmi ces services que nous proposons, il y a des opérateurs d'immeubles. Il y en a un notamment avec lequel on a passé un contrat, effectivement, et qui nous opère en plug and work un certain nombre de nos immeubles, ce qui fait qu'un locataire arrive et peut, alors pour le coup un occupant, s'adresse à lui et a pour une durée effectivement très malléable un ensemble de services dans l'immeuble. Donc c'est comme ça qu'on l'aborde. Anne, sur ta stratégie? Oui, nous, on a pour mandat auprès de nos investisseurs d'essayer de créer le plus de valeur. Et malheureusement, c'est une réalité de marché. Aujourd'hui, louer un immeuble de bureau à un coworker, il y a une sanction financière parce qu'à l'investissement, le taux n'est pas du tout le même qu'un immeuble qu'on aurait loué sur un bail classique. Donc c'est une réalité. Donc, comment on l'explique ça? C'est une bonne question. Je pense qu'on l'explique par le fait que l'acheteur qui va racheter l'immeuble va lui considérer que les locataires en place ne sont pas forcément pérennes, et puis il y a un risque sur l'exploitation de l'opérateur. Alors maintenant, il y a de plus en plus, et on l'a vu tout à l'heure, des opérateurs qui sont très solides sur le marché. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va évoluer favorablement en faveur des coworkers. Mais c'est vrai qu'il y a cette réalité-là qui fait que on essaye de gérer les immeubles, pour le coup un peu comme la Française le fait, avec des baux flexibles. Par exemple, on travaille avec l'OID pour créer un bail qui soit assez flexible avec des sortes de clauses de retour sur le locataire, sur son usage. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc on essaye d'adapter la flexibilité nous-mêmes, de choisir les bons prestataires, de mettre des services. Voilà. En attendant d'avoir l'échelle, j'espère, de Covivio un jour, pour nous permettre d'intégrer une solution d'opération. Mais ce que je comprends, c'est que l'allocataire, celui qui met les sous, notamment chez Pitcher Asset Management, il reste rétif quand même au risque opérationnel. Il n'est pas prêt à le prendre, voire à le partager dans le cadre de contract management ou d'autres formules. Oui, sur le bureau, oui, c'est assez clair. Alors c'est un risque opco-propco qu'on voit surtout chez des investisseurs anglo-saxons. C'est quand même un mindset très anglo-saxon de faire de l'exploitation et de l'immobilier. On le voit en hôtellerie, en retail, en résidence gérée, moins en bureau parce Pourquoi que ça le marché, fonctionne pas en bureau? probablement, il est déjà assez profond et assez mature. Peut-être c'est la raison, je ne sais pas, mais c'est vrai que le marché de bureau, en tous les cas en France, est quand même drivé encore par des investisseurs français qui, eux, sont par nature plus réticents à ces schémas. Enfin, ils arrivent quand même, les anglo-saxons. Tania ne pourra pas me dire le contraire. Juste pour ceux qui ont franchi le Rubicon, enfin, pas qui ont franchi le Rubicon, ils étaient déjà installés, en fait. Ils étaient déjà à Rome, donc il n'y a pas de souci. Comment on gère tout ça? Comment on structure son organisation en interne? Raconte-moi juste, c'est quoi ta journée, en fait? Est-ce qu'il y a... Alors, changer de ce que tu faisais chez Unibail ou chez Galimmo? Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. Mais c'est vrai que quand on est un opérateur et investisseur comme nous et qu'on a du B2C, donc des clients étudiants, on fait beaucoup plus d'opérationnel que sur d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire que, premièrement, on a des équipes plus grandes pour gérer 2 milliards d'actifs. On n'a pas 10 personnes, 15 personnes comme sur d'autres classes d'actifs. On en a 300. 300 dont les 2 tiers sont sur les sites. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut embaucher des équipes expertes qui viennent
dans notre cas, plutôt du monde de l'hôtellerie, mais du retail aussi, pour l'expérience client, pour la marque, pour créer tout ça. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est que tout vient des équipes, finalement, dans l'opérationnel. Et dans l'immobilier, on n'est pas habitué, finalement, à avoir des grandes équipes. Et que franchir le Rubicon et avoir des opérations, ça veut dire embaucher des grandes équipes. Et ça veut dire les gérer, les motiver, et puis surtout avoir les bonnes compétences. Donc, notre quotidien, il est plus proche de l'opérationnel, il est plus proche d'un opérateur hôtelier que d'un asset manager classique, même si on est propriétaire et même si on a aussi des équipes d'asset management, on a aussi des équipes d'investissement, mais on fait beaucoup d'opérations. Et donc, on fait beaucoup de marques, on fait beaucoup de choses de terrain. Et juste pour revenir là-dessus, pour franchir le Rubicon, dans notre classe d'actifs, il y a 3 manières de le faire. Soit on achète un opérateur, et c'est ce qu'avait fait à l'époque Brookfield qui est rentré au capital en 2018. Soit on monte une plateforme, mais monter une plateforme, ça prend du temps. Ça prend plusieurs années, il faut embaucher les équipes, il faut avoir un patrimoine large pour pouvoir l'amortir. Et donc tout ça, effectivement, c'est une barrière à l'entrée. C'est une barrière à l'entrée pour ceux qui souhaitent rentrer sur ces classes d'actifs, et ça prendra du temps. Donc il y a une prime finalement à la taille. Et puis le dernier modèle, c'est d'externaliser, on en a parlé. Dans notre classe d'actifs, en tout cas, ça veut dire faire de la bonne gestion, de la gestion en bon père de famille. Mais en tout cas, on perd de la valeur, effectivement, en n'intégrant pas toutes ces opérations. Une prime à la taille, il y a une limite à la taille? Il y a un moment, il faut avoir une taille critique, mais est-ce qu'il faut avoir une taille limite? Alors, les plus gros opérateurs mondiaux de résidences étudiantes en ont plus de 100 000. Donc aujourd'hui, on est à 15 000. Il en reste un peu de marge. Il se trouve qu'en France, il y a besoin de construire à peu près 300 000 lits sur l'ensemble du territoire. Donc, si on franchit les 100 000, on sera ravis. Bon. Autre aspect, c'est comment accéder au marché, et notamment à certains marchés de l'investissement, quand l'OPCO est devenu un peu la nouvelle norme. Ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'on peut encore acheter des hôtels, et je crois qu'Union possède des hôtels, si on n'achète pas murs et fonds, Tania? Alors, ce qui nous concerne, nous avons environ 90 hôtels dans le portefeuille en Europe et dans le monde. Jusqu'à maintenant, on a toujours acheté les murs, uniquement les murs, et on ne souhaitait pas donc rentrer dans le risque de l'exploitation. Maintenant, le modèle est peut-être un peu plus hybride et on essaye de mettre en place donc aussi des contrats de contract management, aussi avec une partie de profit sharing. Donc finalement, il y a un loyer fixe et après aussi un profit sharing comme un loyer variable en fonction du fonctionnement de la performance de l'hôtel. Mais ce n'est pas notre tasse d'été, ce n'est pas vraiment notre ADN. Et la conséquence, c'est que, par exemple, pour donner un exemple très concret, quand on avait donc développé l'immeuble Melia ici à La Défense il y a une dizaine d'années, donc on a construit l'immeuble, donc l'hôtel, et on l'a mis à disposition de l'opérateur Melia. Et maintenant, Melia, il a donc créé un fonds de commerce, mais nous, on n'a pas pu profiter finalement de la création de ce fonds de commerce parce que pour nous, le Melia, c'était uniquement un locataire. Donc finalement, on passe à côté aussi de la création de valeur et la création de profits et de richesses. Et donc c'est une perte de performance. Eh ben, vous n'avez pas la tentation justement d'y aller, là, de franchir ce Rubicon? C'était il y a 10 ans. Donc, oui, c'est trop tard? Oui, non, c'est jamais trop tard, mais aussi peut-être de l'autre côté, pendant la période Covid, on était aussi content de juste avoir un loyer fixe et pas se soucier tellement de, je veux dire, les fluctuations de marché. Donc, il y a des pour et des contre. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est des modèles un peu hybrides. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. On a un loyer fixe et après ensuite, effectivement, le profit sharing. Philippe, Anne, sur comment on accède au marché où finalement ça devient un peu la norme. Alors l'hôtellerie, mais j'entends que sur le résidentiel géré, opéré, ça devient la norme. Laissons le bureau de côté. J'ai compris que c'était un autre sujet. Effectivement, nous, on est multi-produits, mais essentiellement bureau. Donc voilà. Donc, sur les autres, non, mais on a quelques hôtels. On a même un fonds tourisme qui a des hôtels ou des résidences hôtelières, mais on est systématiquement sur du bail parce que nos investisseurs institutionnels, en l'occurrence, nous laissent pas le choix. Mais est-ce que le marché ne se ferme pas du coup? Alors, on n'est pas un gros acheteur dans ces domaines-là, donc on trouve toujours. Parce que voilà, le marché est suffisamment large et profond pour pouvoir le trouver. Mais c'est vrai qu'on est bien conscient qu'on fait une croix sur un fonds de commerce. J'ai cette expérience qui est un peu ancienne aussi chez SFL, où j'ai créé le Mandarin de toutes pièces, l'hôtel Mandarin qui existe aujourd'hui à Paris,
qui était propriété d'SFL, on l'a monté, et le jour où on a remis les clés à Mandarin, en vertu d'un bail, on savait qu'on mettait une croix sur 100 millions de valeur de fonds de commerce qui s'est créé instantanément. Ça n'a pas empêché SFL de gagner énormément d'argent en revendant les murs à Mandarin. D'accord, ok, très clair. Mais là, quand même, quand on laisse de la valeur comme ça de côté, ça fait. Je crois qu'à l'époque, on n'avait pas tellement le choix. Les SIC, on est en 2006, les SIC n'avaient pas le choix, ne pouvaient pas avoir d'exploitation. Aujourd'hui, les choses ont changé. La preuve. Là, je parle d'accès au marché, mais est-ce que quelque part, on n'obère pas un peu la liquidité des actifs en ne possédant que les murs sur certaines classes d'actifs? Et aujourd'hui, est-ce que ça ne devient pas un frein quand on est investisseur, quand on achète, mais aussi quand on doit vendre? Anne? Ça dépend des actifs, mais effectivement, quand on maîtrise l'exploitation, on trouve aussi le meilleur momentum pour pouvoir revendre les murs, le cas échéant, quand on a envie de les revendre. On le voit, il y a des acteurs comme OVA qui sont assez récents, qui ont réussi à vraiment percer le marché de façon assez considérable, parce que justement, ils ont un modèle mur et fond, et ils sont en maîtrise totale de leur chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est vraiment pertinent. Après, ça dépend de la catégorie d'investisseur. Est-ce qu'on est un investisseur adverse au risque, ou est-ce qu'on est capable de prendre un peu de risque pour aller vers l'opérationnel? Je pense que sur le résidence senior, il y a énormément de choses à faire sur les modèles opérés, avec un marché qui doit se structurer, parce qu'on a plein de tout petits opérateurs, et il y a beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on doit leur dire aux allocataires d'actifs, aux investisseurs in fine, ceux qui investissent dans vos véhicules? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour passer ça? Parce que vous n'arrêtez pas de me raconter des histoires comme quoi la valeur, c'est le voisin qui en a profité, et c'est pas vous. Il y a un moment où vous n'avez pas envie de vous révolter, là, de vous dire c'est bon, on prend tout. Il y a quand même un couple risque-rendement, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait anodin d'exploiter un hôtel, d'être propriétaire des fonds. Moi, je fais partie d'un groupe, le Crédit Mutuel, qui a une terrible précaution sur la réputation de sa marque. Imagine demain, je suis propriétaire d'un fonds de commerce hôtelier, il arrive n'importe quelle histoire, comme dans un hôtel new-yorkais ou ailleurs. Non, mais c'est terrible. Ça n'a pas abîmé Accor-Hôtel. Ça n'a pas abîmé Accor-Hôtel, mais en termes de réputation d'une société dont ce n'est pas le métier, c'est un autre sujet. Non, mais c'est anecdotique ce que je dis, mais il y a quand même une prise de risque. Que ce soit sur le rendement, parce qu'on peut aussi imaginer que l'établissement ne fonctionne pas. C'est pas toujours. On n'a pas parlé tout à l'heure des hôtels pendant la période Covid qui étaient en full loyer variable, mais ça a quand même été une boucherie, une boucherie. Bah oui, donc, il n'y a pas de revenus. Voilà, bah oui. Ah donc oui. voilà, donc ceux qui n'avaient pas de garantie locative. Donc il y a un risque. Donc ce risque-là, on a des clients que je pense qui sont pas prêts à le prendre, tout simplement. Anne et Maëlle. Juste, il y a une catégorie d'investisseurs qui prennent ce risque. C'est les acteurs du private equity. Nous, notre actionnaire, c'est Brookfield. Brookfield, ils ont pris 90% du capital en 2019. Et donc, ils font des deals, ce qu'on appelle des deals de plateforme. Je n'aime pas le terme, on est un groupe intégré plus qu'une plateforme. Mais en tout cas, ils font des deals dans lesquels il y a les murs et il y a les opérations. Et c'est un play qu'ils font sur tout un tas de classes d'actifs et qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que les acteurs du private equity sont en train d'arriver en masse. Ils sont là déjà depuis un certain temps, mais ils sont en train de se déployer de manière de plus en plus importante. Et donc, leur play, c'est de dire typiquement, sur la classe d'actifs du résidentiel étudiant, au lieu d'acheter des murs et puis de le faire exploiter par des tiers, on va passer d'un système où on a des exploitants externes qui facturent des loyers à un système où on va intégrer un opérateur qui va accueillir des clients. Donc, c'est pas le même monde, c'est deux mondes différents et c'est pas la même manière de travailler. Mais pour ça, il faut acheter des groupes intégrés qui font tout et qui font tous les métiers, depuis l'investissement, l'asset management de manière plus classique, mais aussi tout cet aspect opérationnel. Parce que c'est ça qu'on revend derrière, c'est cette espèce d'unité, c'est ce schéma, parce que les acteurs de private equity, il faut que ça tourne assez vite quand même, normalement, oui. les capitaux. Et du coup, ils revendent la société, le groupe intégré, dans lequel on va retrouver à la fois la propriété, mais également les opérations. En tout cas, dans la classe d'actifs résidentielle étudiante, c'est ce qui se produit. Anne. Je voulais juste rajouter sur le propos de Philippe sur le risque réputationnel, parce que effectivement, c'est peut-être un des freins majeurs aujourd'hui à faire de l'opérationnel, en France notamment. Quand on fait du résidentiel, par exemple le résidentiel senior, nous on a essayé de le faire l'année dernière en modèle intégré. Et la réalité, c'est que les investisseurs, ils ne veulent pas en entendre parler aujourd'hui parce que trop de risques réputationnels par rapport à tout ce qui s'est passé sur les EHPAD, etc. Donc quelque part, c'est mieux de ne pas regarder la classe d'actifs
plutôt que de prendre un risque de se planter ou d'avoir un problème réputationnel. Donc il y a ces enjeux-là qui sont malheureusement des freins au développement des plateformes. Et c'est bien dommage parce que je pense que c'est effectivement là où il y a de la valeur à créer. Qu'est-ce que je dois comprendre, que les investisseurs institutionnels sont averses au risque? C'est ça la moralité de l'histoire? D'une certaine façon, oui. Tout à fait. Mais alors, les boîtes de private equity vont tout rafler dans l'immobilier demain, non? Votre vision un peu sur, si on déborde un peu de vos activités, votre vision, vous, de l'évolution du marché, est-ce que c'est ça demain, le modèle? En fait, moi, je suis assez convaincu que le modèle de management de contract va venir sur le bureau. Donc, je n'y participe pas pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais moi, je suis assez convaincu que voilà, ce qu'on a connu en hôtellerie il y a 15 ans, il n'y a pas de raison fondamentalement que ça n'arrive pas sur le bureau. Après, ça ne va pas remplacer le bail, hein, ça a été dit par plein de gens. Il y aura du bail, il y aura du bureau opéré et il y aura du management de contract. Il y a probablement 2 raisons pour lesquelles ça peut marcher. Et ça rapproche de l'hôtellerie, c'est que, et avec une caractéristique très différente. D'abord, la grande différence avec l'hôtellerie, c'est qu'on ne vient pas là pour 1 nuit ou 2 nuits. En bureau, on vient quand même, quoi qu'on en dise. Et les coworkers le savent, ils signent plutôt pour des durées qui vont de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. Les gens qui s'engagent en prestation de service derrière sur ces durées-là. Donc il y a une vraie durée qui milite pour avoir du management de contract. C'est moins risqué que du yield management hôtelier au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour le coup, le risque que j'évoquais de réputation parce qu'il va y avoir un problème dans votre hôtel, entre guillemets, en bureau, tu ne l'auras pas vraiment parce qu'un bureau, c'est assez banalisé. Qu'est-ce que tu vas avoir comme risque dans un bureau? C'est pas, franchement, c'est pas. Donc moi, je pense que pour ces 2 bonnes raisons, un peu de visibilité, et de pérennité d'occupation, et le côté finalement assez banalisé en amenant des prestations de services qu'on commence tous à maîtriser et à implémenter. En fait, il n'y a pas de raison qu'on n'y bascule pas. Je me rappelle une conversation avec le fondateur de WeWork que j'ai eu avec lui au moment où je voulais lui louer, j'ai bien dit, un immeuble rue d'Amsterdam chez Gessina. Et il m'a pris à part, il m'a dit, je crois que j'ai déjà raconté celle-là, mais c'est le dernier immeuble que je te loue. Le prochain, ce sera un management de contract. On est en 2015, 2016. Ouais, il a toujours un peu d'avance, lui. Hein. Et il avait dit, peut-être eu un peu trop d'avance. Il avait dit, ça c'est autre chose, mais il avait dit qu'on basculerait en bureau gentiment sur le management de contract. Ça veut dire qu'on peut imaginer demain que le bureau opéré, ça va devenir un fonds de commerce. Il y aura la notion de fonds de commerce pour l'immobilier tertiaire et que ça se valorise plus ou moins selon le cycle, la localisation, le momentum. On peut imaginer ça? Ce serait bien, ce serait peut-être une façon de réaligner les intérêts entre l'immobilier, l'opérateur de coworking et l'entreprise. Donc finalement, d'arriver à retrouver une intégration qu'on peut avoir dans les modèles d'Uxco, par exemple. Bon, on fait un peu de prospection pour finir notre table ronde. Là, si on se projette un petit peu, le regard que vous portez sur la montée en puissance de l'immobilier opéré dans cet immobilier traditionnel. Je voudrais juste reprendre ce que disait Clément. On sent une petite bise. Est-ce que vous la mettriez sur l'échelle de Beaufort? À quel niveau? Vous sentez ce petit souffle aussi? Et puis, est-ce que la bise est derrière? Est-ce qu'elle est devant? Elle est là. Elle est là, et la situation du marché, alors je sais pas quoi, permacrise, tout ce qu'on veut, elle est là, avec son... Non mais, je veux dire, aujourd'hui, il y a des locataires qui peuvent s'engager sur du long terme, mais il y a beaucoup de locataires qui n'ont pas de visibilité à quelques semaines dans leur business, donc ça paraît assez logique d'avoir de la souplesse et d'avoir du service pour se concentrer sur le boulot. Donc moi, je pense c'est plus qu'une bise, mais ça n'empêchera pas la cohabitation. Ça, faut le dire cet après-midi, ça. Non, c'est à 15h. C'est toi qui as rédigé les éléments de langage. Ça a pas mal marché, la cohabitation, dans le passé. Hein, je sais pas. Finalement. En tout cas, ça existait. Mais bref. Tania. Alors, demain, on me dit, on te met à disposition 4-5 personnes qui viennent de l'hôtellerie. Moi, je me lance tout de suite sur une société servicielle. Mais il ne faut pas improviser, il ne faut pas les sous-estimer. Je veux dire, les services, c'est les services. Et il faut avoir beaucoup de personnel aussi, pas que des personnels qualifiés, beaucoup de personnel. Et on est nombreux déjà à avoir essayé et souvent ça ne marche pas. C'est comme la PropTech. Nous, on avait essayé de se lancer dans la PropTech et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc moi, je trouve que chacun, il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il sait faire et qu'il le fasse très très bien, mais il ne faut pas s'éparpiller, il faut rester sur son cœur de métier. Très clair. Anne et puis Maëlle après.
Je dirais que la météo actuelle est globalement quand même un peu compliquée. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour l'opérer, l'immobilier opéré? Oui, je pense de plus en plus. Tout ce qui, de toute façon, permet de faire progresser notre industrie est finalement la bienvenue pour bousculer un petit peu nos codes et puis peut-être retrouver un peu de liquidité de marché. Alors nous, on est évidemment convaincus que l'avenir, il est dans les opérations, il est dans l'excellence opérationnelle, donc dans les équipes, on en parlait, ça va être le plus important. Et ça va devenir de plus en plus important à l'avenir, savoir recruter les bons talents, et on va en avoir beaucoup besoin. Le deuxième chose, c'est la taille. C'est-à-dire qu'il y a des tailles critiques, des tailles de patrimoine importantes sur lesquelles il faut opérer, sinon ça ne fonctionne pas. Et la troisième chose, c'est qu'on croit beaucoup dans les marques. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un business de marques de plus en plus, que ce soit sur le bureau, que ce soit évidemment dans le résidentiel étudiant. Les marques, à l'instar de ce qui se fait dans l'hôtellerie, de ce qui se fait dans le retail, on va véritablement le voir se développer dans les années qui viennent. Bon, ma dernière question, elle est simple. On se projette, on est en 2030. On a un gouvernement, je pense qu'on aura un autre président. Quelle sera la part de l'OPCO dans votre stratégie d'allocation d'actifs à chacun? 100%, plus de 50%, entre 25 et 50, moins de 25, 0%. Je vais vous poser la même question sur Slido, hein, donc préparez-vous. Maël, bon, je pense que c'est 100%. On sera à 100%. Ouais, Ok, on sera à très clair. 120%. Anne. Nous, on aimerait bien arriver à convaincre des investisseurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais avoir 25%, ça me plairait bien. Ouais. Pareil. Bah, je m'aligne à vous. Hein. Bon, allez, on va essayer maintenant. Vous reprenez Slido. Alors attendez, je ne sais plus s'il faut que j'appuie. Voilà, si vous étiez investisseur, c'est anonyme, hein, donc vous pouvez dire la vérité. Si vous étiez investisseur, quelle serait votre part d'OPCO dans votre allocation d'investissement? Est-ce que vous mettez 100% de vos œufs dans le même panier? Est-ce que vous en mettez la moitié, entre 25 et 50, moins de 25 ou 0%? On a une petite musique là, lancinante là. J'adore. J'adore. C'est Grey's Anatomy, c'est les... Ah non, mais c'est la série, ça fait... Depuis que ma fille est née, elle regarde ça et... On en est à la 28e saison, je sais plus qui est avec qui, enfin bref. 22e saison. Et comment il va, Docteur Mamour, là? Ah, mercredi. Pardon. Ah. Ah, mais c'est dramatique, c'est horrible de finir là-dessus. Je suis choqué. Bon, on regarde un peu ce que vous avez répondu. C'est qui les 2% qui ont mis 0 là? Non mais levez la main là. Là il faut les... Elle s'aligne, elle a dit 25%. Bon, magnifique, voilà. On a fini notre session. Je voudrais vraiment vous remercier tous d'être intervenus.